porte-avions géants de l'US Navy sont vraisemblablement les machines de guerre les plus puissantes jamais créées. Le déploiement de leurs appareils embarqués leur permet de contrôler des zones gigantesques. Composée de millions de pièces, cette combinaison hybride est non seulement capable d'opérer sur mer et dans le ciel, mais également au-dessus des continents. Le porte-avions est aujourd'hui l'unité essentielle des flottes de guerre. Il y a plus de 80 ans, un tel bâtiment était un véritable casse-tête pour les architectes navals, et on ne l'évoquait que dans le cercle restreint des stratèges les plus aventureux. Mais il a vite gagné de l'importance en dépit de ses détracteurs qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, considéraient l'aviation comme le simple auxiliaire des cuirassés, alors fer de lance de la puissance navale. Mais en 5 ans à peine, ces derniers furent dépassés. La Seconde Guerre mondiale a placé le porte-avions sur le devant de la scène, et les images de la guerre aéronavale en témoignent grandement. L'issue de la guerre dans le Pacifique s'est essentiellement jouée lors des affrontements entre les porte-avions nippons et américains. Dès que les forces aéronavales japonaises ont perdu de leur puissance, les Alliés ont pu, sans autre obstacle, reconquérir les îles. Alors que sur Terre, l'aviation et les blindés ont bouleversé les stratégies, sur mer, le porte-avions a complètement transformé la nature et l'échelle des engagements navals. La puissante artillerie des cuirassés avait déjà étendu la force de frappe des flottes de guerre. Mais désormais, les porte-avions peuvent utiliser torpilles et bombes à des distances encore bien supérieures. Leur seule crainte sont les avions d'un autre porte-avions. À la fin de la guerre, les États-Unis se sont constitués une importante flotte de porte-avions de toute taille, conçue pour répondre à tous les besoins de la défense et de l'attaque aéronavale. À plusieurs reprises, des groupes de bâtiments ont été déployés pour lancer des attaques aériennes massives, tout en continuant d'assurer leur propre défense. C'est en grande partie grâce à eux que la victoire a été possible. Au tout début du XXe siècle, les lourds cuirassés font leur apparition au sein des escadres navales. Ils sont la conséquence des rivalités internationales des années 1890. Le célèbre dreadnought anglais n'apparaît qu'en 1904, au moment même où l'avion fait ses premiers vols. La rapidité du développement de l'aéronautique illustre bien ce siècle d'évolution technologique fulgurante. En 1903, les avions commencent à peine à voler. En 1914, ils ont suffisamment progressé pour que les militaires envisagent leur utilisation. Et en 1918, ils se sont métamorphosés en bêtes de combat. Le 26 janvier 1911, Glenn Curtiss effectue le premier vol à bord d'un hydravion et l'US Navy, jusque-là observatrice réservée des progrès de l'aviation, commence à s'intéresser plus sérieusement à ces machines. À peine 2 mois auparavant, le lieutenant Theodore Ellison, premier élève pilote de la Navy, avait entamé des recherches avec Curtiss et l'année suivante, la marine avait obtenu son tout premier avion. Mais la conséquence la plus intéressante de ces essais est le développement au sein de l'US Navy d'un groupe d'hommes fervents partisans de cette nouvelle machine dont ils étudient très sérieusement le potentiel. Au fil du temps, l'US Navy disposera de plus en plus d'aviateurs passionnés et expérimentés qui développeront l'aéronavale. En 1914, l'Europe est en guerre. Les combats ne sont plus limités à des champs de bataille restreints où les armées s'affrontent brièvement et où la victoire est rapide. Le front est statique et les opposants, écrasés sous les tirs d'artillerie et fauchés par les rafales de mitrailleuses, se retrouvent embourbés dans une guerre d'usure.
Dans un conflit où les soldats ne sont plus que de la chair à canon, le facteur humain n'est plus déterminant pour gagner. Au-dessus d'une infanterie laminée, les avions ne sont tout d'abord que les yeux de l'artillerie et des états-majors. Mais une fois armés, ils deviennent à la fois une menace potentielle et un nouvel outil de guerre. Contre les submersibles, ils jouent un nouveau rôle. La première activité aéronavale après l'entrée en guerre des États-Unis est la surveillance anti-sous-marine. Je n'oublierai jamais un des premiers vols que j'ai fait en partant de Montauk. Avec l'officier Tryant, nous avons volé jusqu'à Martha's Vineyard, à la recherche de sous-marins. Je n'avais pas de bombes pour les attaquer. De toute façon, on n'en a pas trouvé. Le témoignage du capitaine Sugden montre à quel point les États-Unis ne sont pas prêts pour la guerre. Sans radio pour signaler la présence des sous-marins, ni armes pour les attaquer, ces premières patrouilles sont souvent inutiles. Les sous-marins allemands font des ravages parmi les cargos de ravitaillement, vitaux pour l'effort de guerre allié, et la bataille pour les éliminer est vaine. Mais très vite, elle est transformée grâce à l'arrivée des avions patrouilleurs, armés de mines sous-marines et escortés par des chasseurs qui constituent une réelle menace pour tous ceux qui se déplacent sous la surface de la mer. Le niveau technologique des avions américains s'améliore considérablement grâce à l'aide des Britanniques. Ceux-ci n'ont en effet cessé de rivaliser de nouveautés techniques afin de préserver leur territoire. Pour défendre les accès maritimes de leur pays, ils ont développé des avions armés, dotés d'une autonomie conséquente pour contrer les U-boats. À l'entrée en guerre des États-Unis, les appareils anglais et français produits en grande série constituent les bases de la future industrie aéronautique américaine. Après le début de la guerre en Europe, les Anglais ont fait de rapides progrès dans le domaine des hydravions de lutte anti-sous-marine. Et nous avons pu bénéficier de leur expérience. Lorsque nous sommes entrés en guerre, nous fabriquions chez Curtiss l'hydravion 816. Et peu après, nous avons construit le F-5 par milliers dans ce pays, avant de l'envoyer de par le monde comme patrouilleur anti-sous-marin. Rapidement, l'US Navy utilise de plus en plus d'avions et la demande n'est limitée que par le nombre des pilotes. Beaucoup d'aviateurs de la marine américaine sont envoyés en Europe et ont tâche de former les nouveaux pilotes sélectionnés parmi les nombreux volontaires. La technique aéronautique progresse de jour en jour et les appareils bénéficient de capacités accrues et d'une plus grande polyvalence. Maintenant convaincue de l'efficacité de l'avion pour en faire un élément essentiel de sa future stratégie navale, la Royal Navy investit massivement dans la recherche. De nouveaux appareils destinés à la marine ne cessent d'apparaître, mais les flottes doivent maintenant emmener avec elles leurs nouvelles machines loin de la protection des bases navales côtières. Pendant les années de guerre, de nombreuses transformations capitales pour l'avenir sont effectuées sur les avions. Par exemple, les problèmes d'espace sur les navires affectent les avions d'accompagnement, imposant la solution des ailes repliables. Cette idée ressortira plus tard et s'avérera essentielle au bon déroulement des opérations sur les porte-avions modernes.
Les premiers soldats américains à entrer en action sur le théâtre européen sont des pilotes de l'US Navy. À bord d'appareils français et anglais, ils assurent des patrouilles de lutte anti-sous-marine le long des côtes françaises. L'infanterie américaine qui débarque alors dans les ports français ne sait pas que les avions qui les escortent dans la dernière partie de leur dangereuse traversée de l'Atlantique sont en fait pilotés par des compatriotes américains. Le noyau d'aviateurs expérimentés de la Navy acquiert ainsi l'expérience du service actif. Sur un petit lac près de Bordeaux, la Navy avait établi une base qui devait servir d'école de pilotage. Une partie de notre groupe a été envoyée là-bas. Moi, j'ai été assigné à la base navale du Croisic, en France, qui, à l'époque, était sous autorité française. Quand nous sommes arrivés, c'est le capitaine de corvette William Corey de l'US Navy qui assurait le commandement de notre unité. Et toutes les opérations à partir de cette base consistaient à escorter les navires de transport de troupes en provenance des États-Unis. Nous volions sur hydravions français Tellier T3 et les patrouilles étaient longues et pénibles. Les Américains volent maintenant sur des avions armés de bombes, mais encore rudimentaires. Certains sont encore équipés de cages de pigeons voyageurs pour envoyer des messages en vol. Malgré cela, les patrouilles paralysent l'activité des sous-marins. Nous n'avons jamais vu de sous-marins, mais nous savions par nos officiers commandants qu'après des mois d'opération, les naufrages dans notre secteur avaient beaucoup diminué. L'aéronavale est maintenant prête à effectuer sa seconde mutation, le déploiement d'avions à partir de navires. Le premier décollage réussi du pont d'un bâtiment est l'œuvre d'un pilote civil, Eugene Ely, commandité par l'US Navy pour réaliser des essais à partir de l'USS Birmingham. Il décolle grâce à une rampe construite à l'avant du navire. Cet événement a lieu le 14 novembre 1910, mais bien que la Navy soit impressionnée par ce succès, elle n'est pas encore en mesure de l'utiliser de manière opérationnelle. Au cours de la guerre, les besoins en avions de reconnaissance pour les flottes de guerre sont tels qu'on aborde à nouveau la question. La plupart des essais se font avec des hydravions pouvant amérir non loin du bâtiment principal et être hissés à son bord avec des grues. Pour le lancement des avions, les catapultes rassemblent le plus de suffrages et l'US Navy consacre des efforts considérables à la mise au point de systèmes pour faire évoluer des hydravions à partir de cuirassés et de croiseurs. Mais les appareils sont lourds et peu rapides. Il semble plus pratique et opportun de déployer des avions classiques sur roues plus rapides, surtout s'ils ont pour mission d'arrêter les attaques d'avions ennemis. Les Britanniques construisent le premier porte-avions à partir d'un croiseur léger, le HMS Furious, un long processus qui va entraîner 2 remises en chantier. Lancé en 1917 avec un seul pont d'envol à l'avant, le bâtiment retourne très vite sur le chantier pour être équipé d'un pont arrière. Il reçoit en même temps 2 ascenseurs et un système de câbles transversaux d'arrêt pour l'appontage. Il évolue déjà à une vitesse de croisière confortable de 30 nœuds, 55 km/h, et arbore certaines caractéristiques toujours essentielles au porte-avions actuel. À la fin de la guerre, l'aéronavale a fait des progrès conséquents dans tous les domaines. Sophistication, vitesse, fiabilité, autonomie et armement des appareils, mais aussi dans celui des techniques de déploiement. Contrairement aux patrouilles anti-sous-marines du capitaine Sugden des débuts de la guerre, les avions représentent à la fin du conflit une véritable menace pour les U-boats allemands. Ma mission à Dunkerque consistait à escorter les avions patrouilleurs de lutte anti-sous-marine. Un matin, lors d'une patrouille, nous étions en formation par 3, à environ 1000 mètres d'altitude. Et l'avion patrouilleur volait, lui, à 150 mètres d'altitude. Le temps était brumeux. Soudain, j'ai vu un sous-marin au-dessus de nous, qui tirait sur l'avion patrouilleur. Les balles l'évitaient de très peu. En fait, il le forçait à virer et à s'enfuir. Mais il ne nous avait pas vus. Nous avons piqué sur eux en ouvrant le feu avec nos mitrailleuses, et je crois que nous avons atteint quelques membres d'équipage sur le pont. Alors que nous nous approchions du sous-marin, il a commencé à plonger, et à ce moment-là, le patrouilleur est revenu et a largué 2 mines sous-marines.
Nous avons tourné au-dessus et 1 minute plus tard, le sous-marin est remonté, l'avant pointé vers le ciel, presque verticalement, puis il a coulé par l'arrière. Officiellement, nous avons anéanti un sous-marin lors de cette patrouille. Les 4 années de guerre en Europe se terminent. Les deux camps sont épuisés, saignés à blanc et marqués à jamais par la brutalité du conflit. L'affrontement laisse place à l'instabilité politique, à la montée des extrémismes qui conduiront quelques années plus tard à une autre guerre. La violence suscitera un regain de pacifisme idéalisé et à maintes reprises, on tentera d'instaurer une coexistence pacifique dans les relations internationales. Mais le jour de l'armistice, le monde entier est soulagé et heureux de voir les tueries enfin terminées, peut-être pour toujours. Pour l'US Navy, la paix se traduit immédiatement par des restrictions budgétaires massives, ne laissant qu'un squelette de l'immense organisation qui avait été mise en place laborieusement. Mais cette période est essentielle. De nombreuses leçons ont été apprises. Il faut maintenant les assimiler et les appliquer à bon escient. Au sein de la marine américaine, les opinions sont partagées quant à l'aviation et à son importance. C'est un débat houleux qui va s'installer durablement. Pour beaucoup d'amiraux, il est difficile d'imaginer qu'un essaim de petits insectes peut menacer leur cuirassé, construit pour résister au feu des grosses pièces d'artillerie d'autres cuirassés. La force de la marine réside dans sa puissance de feu. Malgré les arguments motivés et les démonstrations de l'aviation, la tactique de base reste avant tout la stratégie navale. C'est elle qui décide des rôles subsidiaires des autres unités de la flotte. En 1919, l'US Navy obtient l'autorisation de transformer le navire charbonnier Jupiter en porte-avions expérimental. Il est rebaptisé l'Anglais, du nom du professeur pionnier de la stratégie aéronautique. Voici la photographie du Langlais à la fin du chantier de reconversion. L'opération avait été autorisée en 1919, mais n'a été réalisée qu'en 1922. Le navire a été entièrement démonté jusqu'au pont principal. Puis on a ajouté la superstructure conçue comme un pont de chemin de fer. Il fallait résoudre beaucoup de problèmes. C'était un porte-avions expérimental, le prédécesseur des Saratoga et de Lexington. Il y avait non seulement les câbles d'arrêt, mais aussi les catapultes, le système de lutte contre l'incendie, la gestion du carburant, l'utilisation du pont des hangars, du pont d'envol, et même l'organisation de la section aéronavale. À une époque où le cuirassé règne en maître, certains marins lucides envisagent toutefois l'avenir sous un jour nouveau. Au moment de l'entrée en service du Langlais, en 1922, les doutes ne sont plus possibles. L'expérience britannique du Furious avait suffisamment impressionné la marine américaine pour la pousser au lancement de la construction de 4 porte-avions lourds rapides. Mais ces bâtiments auraient dû emporter un armement de surface de gros calibre, comporter 2 superstructures et arborer quelques autres aberrations les rendant un peu plus difficiles à utiliser. Les projets furent rejetés, non pour leur mauvaise conception, mais pour des raisons budgétaires. Le Congrès n'autorisa que le financement de la reconversion du Langlais. Fortuitement, les politiciens prirent la bonne décision, et le bâtiment allait leur rendre au centuple, car il devenait de fait un excellent laboratoire de recherche pour consolider la puissance navale américaine. L'Anglais permit de tester les méthodes qui allaient mettre l'US Navy sur la bonne voie. Grâce à l'expérience acquise sur les ponts de ce bâtiment, le jour où la marine obtint les fonds pour la construction de ces nouveaux porte-avions, la plupart des erreurs de conception avaient été corrigées. Et bien que construit sur des coques de cuirassé et doté de batteries de 200 mm disproportionnées, le Lexington et le Saratoga furent des porte-avions réussis.
Mais la stratégie navale reposait toujours sur les cuirassés. Les avions renforçaient les lignes de croiseurs et aidaient les destroyers dans la reconnaissance et le repérage d'unités ennemies. Ils gardaient un œil sur l'objectif et guidaient la flotte de bataille pour la mettre à portée. Alors, les grosses pièces d'artillerie entraient en action. Pendant les dernières années de paix, les aviateurs allaient devoir convaincre leur entourage que loin de jouer le rôle de pointeur pour les pièces d'artillerie des cuirassés, les avions pouvaient devenir eux-mêmes une nouvelle forme d'artillerie. Le Langley était lent, petit et d'usage limité, mais c'est lui, et non les impressionnantes lignes de bataille, qui représentaient l'avenir.